Bonjour à tous et à tous. Je commence sans trop de fioriture parce que ça, voilà, on est déjà un petit peu en décalage. Enfin bon, cela dit, je crois que c'est pas exceptionnel. Et je voulais vous demander, si vous prenez la parole, de parler bien fort parce qu'on n'a pas de micro pour ceux qui sont à distance. Donc, quitte à respirer de temps en temps à côté de votre masque, parce que c'est un peu compliqué. Et donc, voilà, veillez à maintenir un bon volume sonore quand vous prenez la parole. Donc, je suis l'animatrice référente de cet atelier. Je suis Claire Romelard de l'Université de Namur. J'ai des co-animateurs et animatrices, donc Hakim, Étienne et Souad. Et en ce qui concerne les différents intervenants et intervenantes d'aujourd'hui, donc vous connaissez un peu les limitations sévères de temps. Donc voilà, on essayera de ne pas dépasser 5 à 7 minutes par groupe pour pouvoir laisser de la place aux échanges et à la discussion par la suite. Je vais laisser la personne, enfin, les différents intervenants et intervenantes se présenter eux-mêmes avant leur intervention. Je pense que ce sera plus riche que si je le fais là maintenant en une seconde. Voilà. Voilà, je comptais. Il y aura 2 vidéos en fait. Il y a 2 interventions sur place et puis 2 vidéos assez courtes. On va commencer par la vidéo de Madame Tiao parce que je trouvais que c'était une belle introduction à l'atelier, un bel encouragement en fait pour nos échanges. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Marie-Hélène Tiao, je suis agent de développement à l'Union régionale de la Confédération syndicale des familles Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une association qui défend les familles dans différents secteurs tels que le logement, la santé, l'éducation. Et pour le reste de mon temps, je suis agent à domicile à Maxette Grand Lyon. Ne pouvant pas être présente parmi vous, j'ai préparé cette petite vidéo pour partager avec vous mon expérience, mon point de vue sur l'autonomie de vie. Le thème abordé, accompagner l'autonomie entre intuition et insuffisance, me parle beaucoup parce que quotidiennement, en tant qu'aide à domicile, nous sommes appelés à prendre des décisions à la place de l'autre, à s'introduire dans sa vie, à savoir si telle action est bonne pour elle ou pas, surtout quand il s'agit des personnes souffrant d'Alzheimer. C'est pour cela que je pense que la notion d'autonomie est très difficile à cerner, est très difficile à mettre en pratique, surtout quand on sait que l'autre n'a pas la capacité d'agir librement, n'a pas la capacité de prendre les décisions qu'il faut. C'est pour ça que je vous invite à bien réfléchir sur une question qui me vient à cœur. Peut-on parler vraiment d'autonomie de vie quand on décide à la place de personne, tout simplement parce qu'elle n'a pas la faculté de le faire elle-même? Peut-on faire autrement? Peut-on ne pas prendre de décision à la place de l'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ce thème est très complexe, qui mérite beaucoup de réflexion. Et donc, merci à vous. Bon courage et bonne continuation. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Agnès et Florence. Donc, je vous invite à vous présenter pour commencer à ne pas oublier de presque crier. Je m'appelle Florence Lupin. Je viens de la région parisienne. Agnès et moi faisons partie d'un comité d'éthique. Et au sein de ce comité, pour ma part, je suis responsable de la consultation d'éthique clinique que nous avons mise en place depuis 1 an à peu près. Et dont on va vous parler comme dispositif un peu particulier dans ce paysage de l'autonomie. Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Vosges, donc je suis secrétaire générale du comité d'éthique et membre de la consultation d'éthique clinique avec Florence. Voilà. Alors, la consultation d'éthique clinique, c'est à la fois une consultation, mais c'est surtout un processus, une démarche qui s'inscrit effectivement dans ce souci de donner une place plus forte à la parole de la personne concernée lorsqu'il y a une décision médicale difficile à prendre parce qu'elle suppose des enjeux éthiques, des conflits de valeurs, des décisions qui ne sont pas simples parce qu'elles mobilisent plusieurs réponses
possibles, mais qui ne vont pas ensemble à un moment donné et que les choix sont complexes. À ce moment-là, on peut être sollicité, nous, en tant que consultants, pour accompagner ce cheminement et cette réflexion. C'est toujours à propos d'une situation singulière, particulière, à un moment donné, et c'est toujours en amont d'une décision médicale difficile à prendre. Je peux citer 2 exemples pour lesquels on a pu être sollicité. Une famille qui nous demande comment réfléchir éthiquement la décision d'une alimentation mixée pour un monsieur très âgé, fin gourmet. Donc, à la fois, il y avait un enjeu du côté de la sécurité pour ce monsieur et ensuite un enjeu, ou parallèlement, pas ensuite, parallèlement, un enjeu par rapport aux valeurs qui étaient les siennes, à ses choix de vie et à la façon dont il pensait devoir poursuivre sa vie avec ses priorités à lui. Un autre exemple, est-il éthique de respecter le refus de prise en charge somatique chez une patiente délirante qui ne perçoit pas le risque grave pour sa santé? Là aussi, nous avons accompagné les personnes qui souhaitaient réfléchir à ça. Donc, on peut être sollicité directement par les patients, directement par les familles ou par les équipes de soins ou des médecins. C'est un dispositif qui est donc tout à fait particulier dans le paysage de la médecine et dans le paysage de l'éthique. C'est un peu spécifique. Ça ne repose pas fondamentalement sur des savoirs théoriques, mais au contraire un cheminement extrêmement pratique de l'éthique, mais ça suppose une certaine formation que nous avons pour notre part réalisée au sein du Centre d'éthique clinique de Cochin, qui est devenu le Centre d'éthique clinique de la PHP et qui est un peu référence depuis 20 ans sur le territoire français. Notre équipe est formée de consultants et d'un staff, tous formés également. Le staff, il est absolument pluridisciplinaire, pluriel, composé de personnes issues de l'univers médical et pour moitié de personnes extérieures, des sciences humaines et sociales, par exemple, philosophes, juristes, sociologues, représentants associatifs, etc., journalistes, enseignants, mais tous formés à l'éthique clinique. Lorsque nous sommes sollicités, nous rencontrons toutes les parties prenantes. Bien évidemment, la personne concernée, et nous écoutons ses raisons, ses choix, ses souhaits, la façon dont elle voit les choses pour elle-même. Nous rencontrons éventuellement les proches, si la personne concernée l'autorise ou le souhaite. On pense que ça serait profitable à la réflexion. Et puis, nous rencontrons tous les médecins ou équipes soignantes directement impliquées. À l'issue de ces rencontres, nous faisons un staff qui a pour objectif d'élaborer un raisonnement éthique et ensuite nous restituons auprès de chacun les éléments du raisonnement. Donc, en aucun cas, on ne prend de décision nous-mêmes, mais on accompagne ce cheminement, cette réflexion. Car en effet, pour nous, le point nodal, c'est de dire que l'autonomie, c'est quelque chose de toujours en construction, toujours en mouvement, et qui n'est jamais totale ou qui n'est jamais absente, et qu'on va chercher là où on peut la puiser, la trouver. Et puis, l'autre point, c'est que parfois, dans certaines circonstances, les personnes ont besoin que leurs paroles soient portées plus fortement parce qu'elles ont du mal à être entendues, parce que leurs paroles portent moins. Et à ce moment-là, on se permet d'être dans une position de représentant de la personne concernée pour faire porter cette parole un peu plus. Et puis, nous avons aussi pour intention d'aider à l'élaboration d'un choix par la personne concernée, parce qu'il nous semble que c'est pour tout le monde, vulnérable ou non vulnérable,
extrêmement compliqué de faire un choix pour soi-même quand on est face à une décision lourde pour sa santé. Voilà à peu près les éléments qu'on voulait partager. Tout ça suppose de pouvoir dégager beaucoup de créativité dans des solutions alternatives éventuellement et de renoncer à un idéal qui serait un idéal uniquement clinique et médical. Merci Florence, merci Agnès pour la préparation aussi en amont pour ce magnifique Oui, projet. on a mis à disposition un texte qui est infiniment plus détaillé que ce résumé. Comme beaucoup d'intervenants, Florence et Agnès ont découvert, donc, après avoir fait le texte, que le temps de parole était limité. Donc, beaucoup d'intervenants aujourd'hui ont fait l'effort de vraiment réduire pour laisser la place aux échanges. Donc, merci pour ça. Merci d'avoir vraiment magnifiquement traduit la substantifique moelle de votre message. Je propose maintenant de regarder la vidéo de Blandine du groupe Advocacy, qui est avec nous et qui pourra intervenir voilà, au moment des échanges. Alors, cette histoire, tellement longtemps. En rentrant de vacances en 2004, le bain est inondé avec une fuite maintenant des étages supérieurs le long de la gaine technique. J'ai d'abord pensé que c'était une fuite dans la gaine technique. J'en ai parlé aux bailleurs. Ils m'ont envoyé une dizaine de plombiers, tous plus nuls les uns que les autres, qui me disaient il n'y a rien dans la gaine technique, et ça s'arrêtait là. J'ai fait la déclaration à l'assurance La Manif. Je ne sais pas si je dois citer les noms. L'assurance est venue voir, m'a donné un expert et il a fini par me donner un avocat de 5 ans, donc en 2009, ils m'ont donné un avocat pour pouvoir lutter contre cette situation. Ça a stagné pendant 4-5 ans encore, malgré l'avocat, et ça gagnait du terrain. Donc tous les matins, quand je me réveillais, je voyais cette pourriture de tarte qui me tombait dessus. Je ne pouvais plus utiliser la baignoire pour laver. Bon, c'était vraiment de plus en plus craignos. J'en ai parlé à une assistante sociale. Elle m'a fait signer une procuration et quand elle est venue, elle m'a hospitalisée 2 fois. Et quand elle est venue, elle m'a fait signer par l'intermédiaire du médecin parce qu'elle sentait que j'étais en hostilité avec cette femme, qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde pour résoudre le problème. Elle m'a fait signer une procuration comme quoi elle existait à ma place. Et elle a vidé la totalité de l'appartement sans résoudre le dégât des gens. Donc, je me suis trouvée dépourvue de toutes mes affaires, de tout ce que je possédais depuis que je travaillais, le livre universitaire, parce que j'en étais au départ, tous mes livres universitaires que j'avais achetés, j'avais 3 maîtrises, donc tout ce qui était précieux pour moi a disparu. Et je me suis trouvée donc prise par surprise, parce que pour moi, procuration, vu que je faisais partie d'un parti politique, procuration, c'était quand je ne pouvais pas prendre un vote, je donnais ma procuration à quelqu'un. Chose que je faisais rarement, mais pour moi, procuration, ça voulait dire ça. J'aurais jamais pensé que procuration pouvait donner le droit à une assistante sociale de vider un lieu. Bon, et en plus, elle a fait faire des travaux, c'est-à-dire elle a enlevé tous les revêtements de sol, elle a fait faire à sa manière, qui ne me plaisait pas du tout. C'était bas de gamme, c'était moche, ça s'est déchiré tout de suite. Dès que j'ai acheté un meuble et que j'ai posé un meuble dessus, le meuble s'est déchiré. C'était vraiment.
pas et ce qui me plaisait le moins. Que dire d'autre là-dessus, il y a eu 3 ou 4 visites d'experts entre l'expert du bailleur de la société bâtisseur et l'expert de la Maïf. Et puis, il est enfin venu le premier miracle de la société bâtisseur, de Louis-Jeanne Desault, qui a dit ça vient d'une fuite de canalisation à l'intersection des 2 dalles, la dalle de l'étage supérieur et la vôtre. Donc, on va essayer de. C'est pas la game technique, malgré toutes les apparences. Ils sont réparés et ils vont être de réparer. Ouais. Et d'ailleurs, on réparé 5 ans après. Donc, c'est un dégât des eaux qui a duré 10 ans et je me suis trouvé des limites de tout. Une chaise, plus une table, plus une plus au fur et à mesure que je vivais dans la table, je me achever de ce qui me manquait. Mais je ne comprends pas, tu as été hospitalisée en ce moment, c'est ça? Oui, elle m'a fait, elle a dit au docteur Saïd, qui n'était pas mon médecin traitant, elle a fait une simulation de. Elle lui a dit Montre-là, ça fait trop longtemps qu'elle tourne autour de l'hôpital pour demander de l'aide. Elle a dit vous rentrez dans l'hôpital, sinon je vous tire dessus avec une arme chimique. Moi, j'ai cru que c'était une blague. Sur le moment, j'ai rigolé, c'est pas possible que j'en sois là. J'ai rigolé, j'ai pas plus, je me suis avancée. Et Madame Rubio, la fameuse assistante sociale d'une catastrophe au CMP la Fumée, Madame Rubio était allée chercher à l'arrière des médecins pour faire un renfort. Dans un hôpital psychiatrique, un renfort, vous vous trouvez encadré par 4 personnes et on m'a poussé dans une chambre où on m'a piqué pour se défendre. Voilà. Mon appartement. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Marie-Hélène Tchao, je suis agent de développement à l'Union régionale de la Confédération syndicale des femmes. Désolée. Voilà, la dernière intervention est celle de David. Donc, je t'invite à te présenter avant. Bonjour à tout le monde, je m'appelle David de Martin-Ardonnais, je représente le groupe Cap Droit Habitat Humanisme Lyon. On est un groupe de 4 personnes, on s'est formé en octobre 2020 autour de différentes rencontres en virtuel, chose qui n'a pas été facile pour nous 4. Les 2 autres personnes ne sont pas présentes, les 3 autres personnes parce qu'elles ne pouvaient pas être présentes. Une s'est séparée du groupe. Parce que pour cause de pause dans les rencontres, on n'a pas respecté les pauses, c'est pour ça qu'elle a voulu arrêter, ça s'appelle Esther. Donc ces personnes, le champ, c'est sur l'accès aux droits des personnes handicapées, de décider comment accompagner les gens aussi. Donc ces rencontres collectives ont été faites 4 fois dans l'année. Ça a été composé de Thomas Numitor, qui n'est pas là, qui fait du sport paralympique, et Ludovic Ringo, qui ne pouvait pas être présent parce qu'il travaillait, et Estelle, qui a arrêté malheureusement pour les questions de temps quand s'est rencontré en virtuel, qui n'a pas passé pause réduite. Et je vous présente Radia Baker, qui est étudiante en psychologie, et monsieur Arnaud Méal, qui est chercheur facilitateur sur le groupe Cap Droit qui a mis le groupe, et aussi M. Jacquet qui n'est pas là actuellement, qui est responsable du foyer jeune travailleur de Saint-Michel à Lyon, dans le 7e, et qui anime aussi le groupe Cap Droit aussi, qui va être présent. Donc les décisions, il est d'abord ressorti dans ces partages d'expériences que des décisions pouvaient être difficiles à prendre. Quand on est une personne handicapée, je reviens vers vous, je parle pour mon cas. Moi, par exemple, compte tenu de travail handicapé, des moments, j'ai des professionnels qui m'accompagnent sur des projets, comme on a parlé ce matin en conférence,
C'est dur des fois de chapeauter les personnes, leur dire qu'on veut faire ça, ils ne veulent pas. C'est dur de nous-mêmes de trouver des solutions, et ils sont là pour nous accompagner, mais des fois ils se retirent. Alors, il est d'abord ressorti que les décisions pouvaient être difficiles, comme par exemple quand il s'agit de faire du handisport pour Thomas Monitor, à Paris, et les décisions pouvaient être difficiles à prendre quand elles sont prises ou influencées par d'autres personnes. Par exemple, ça arrive pour le cas de Estelle. Estelle, elle a eu un souci dans son hébergement, c'est qu'on a fouillé dans sa boîte aux lettres sans son consentement, donc il n'a pas été respecté le droit à la confidentialité, et qu'on l'avait aussi hospitalisé de force aussi, et qu'elle n'a pas pu sortir tout de suite, comme cette personne qui est présente sur cette vidéo, et ça a été très dur, elle l'a mal senti sur ça. Les participants ont expliqué dans leur récit de situation que certaines de leurs décisions sont prises avec les autres, ce qui peut produire des tensions entre les besoins d'avoir et de prendre en compte leur avis et leur sentiment de se sentir obligé de les suivre. En fait, on se sent un peu obligé, oppressé de... Si on ne va pas dans tel sens, on ne suit plus. En fait, c'est ça qui est dommage malheureusement. Dans les groupes, dans les services d'accompagnement, ou dans les trucs de structure d'hébergement aussi. Au contraire, ces décisions peuvent être difficiles à prendre quand les personnes se sentent insuffisamment accompagnées. Alors, c'est le cas de Ludovic, demande beaucoup d'avis à ses... Par exemple, quand on a besoin d'être accompagné pour prendre une décision, comme pour le recours à la sismothérapie, relate par Estelle, qui dit que c'était la décision la plus dure à prendre dans ma vie, parce que je devais la prendre seule. Elle aurait eu besoin d'une personne de confiance pour raisonner, pour peser le pour et le contre. En fait, elle aurait besoin d'un appui. En fait. Et elle a choisi, de le faire. Elle a choisi de le faire. Excusez-moi. Non, c'est très bien. Petite précision technique, parce que Étienne posait une question qui est tout à fait pertinente. Bon, si jamais vous avez loupé une info ou quoi, tous les textes seront disponibles sur le site. Donc, les versions complètes et tout seront disponibles. N'oubliez pas, n'hésitez pas à aller chercher toute cette science. Merci. Les personnes du groupe ont évoqué le lien entre la prise de décision de recourir à un dispositif lié à une maladie ou à un handicap et le processus relativement long d'acceptation de son handicap, avec la crainte d'être mis dans une case pour recourir à un dispositif adapté, comme le handisport, le travail en milieu protégé. Il faut accepter son handicap et donc la nécessité d'accéder à un dispositif non universel mais spécifique. Ça peut être très long, comme dit Thomas, un chemin comme dit avant d'accepter. Ce qui ressort de plusieurs récits de vie est finalement l'objectif de trouver un équilibre de vie à travers ces prises de décision, ces choix. Ça va, vous comprenez un petit peu? Tout à fait. J'essaie de parler un peu fort parce que tout le monde m'entend. Pour finir, nous pouvons dire à travers ces récits partagés dans notre groupe que prendre une décision importante peut prendre du temps, qu'on passe par des étapes, on évolue, on chemine, comme dit Ludovic. Cette prise de décision se construit avec notre identité. Prendre une décision, ça dit quelque chose de nous-mêmes. Ça nous donne une image qui peut être parfois difficile à porter. Et comme nous l'avons décrit dans ce cheminement, les autres interviennent, ils interviennent trop ou pas assez, voire pas du tout. C'est le rééquilibrage. Soit en imposant une certaine logique, soit en étant absent alors qu'on aurait besoin d'eux. Autant nécessaire pour prendre des décisions s'ajoute dans les relations avec les autres dans lesquelles ces décisions se construisent. La construction de ces relations avec les autres pour prendre des décisions peuvent prendre aussi du temps, car les personnes doivent être de confiance. Ainsi, il serait nécessaire de prendre le temps d'être accompagné et d'accompagner dans la prise de décision. Voilà. Le juste milieu de trouver de l'accompagnement et de poser le pour et le contre, rien à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent. Voilà, c'est sur ça qu'on a abordé vraiment.
Par exemple, même quand on va être sous curatelle, enfin, moi, au départ, je ne voulais pas être sous curatelle de mon témoignage. J'étais en fait éducatif. Et j'avais fait des bêtises, j'avais prêté l'argent à quelqu'un, et elle dit qu'elle m'aidait à gérer l'argent, à mettre dans les enveloppes. Et jusqu'au jour, elle a dit, bon, on ne peut plus avancer comme ça, si tu ne veux pas, sous forme de contrainte, on peut t'accompagner, si tu n'acceptes pas d'être sous curatelle, on ne t'accompagne plus. J'ai mal pris, donc c'était une forme de contrainte, un peu de... J'ai dû faire la démarche d'aller en curatelle renforcée, j'ai mal vécu sur ça, après ça a fonctionné, donc voilà, malheureusement. C'est un peu une forme de... Quoi, c'est ambigu, en fait. Voilà. On met toujours des contraintes dans l'accompagnement des moments. Voilà, c'est un peu énervant, exaspérant. Voilà. Un grand merci, David. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette présentation. Je vais lancer les échanges et je me permets de donner la parole à Souad qui m'a déjà demandé de réagir. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, excusez-moi. Alors, bonjour, moi c'est Souad Creusevaux, je suis personne ressource en santé mentale. Mon mari Étienne Creusevaux. En fait, on vient de Bourg-en-Bresse, on est personne ressource en santé mentale, on a fait une formation à Lyon. Et c'est vrai que quand j'ai vu la deuxième vidéo, ça m'a vraiment interpellée d'un sentiment d'injustice en fait, envers. En fait, il y a un sentiment d'injustice qui m'émane de tout ça, quoi. De la vidéo, la deuxième vidéo notamment. Et, parce qu'en fait, dans la normalité des choses, en fait, voilà, il y a une cassure, il y a quelque chose, il y a un problème de plomberie, on a fait le plombier et tout c'est bon. Et là, en fait, on voit que ça prend des proportions, comment dire, assez injustes, quoi. Notamment pour la même hôpital en plus, des trucs comme ça, ça fait rebondir, quoi. Ça fait réagir, en fait. Pas rebondir, ça fait réagir, en fait. Vraiment, on a un sentiment d'impuissance, d'incapacité. Et le fait d'être malade, comment dire, en fait, on a l'impression que, en fait, on écrase la personne malade, en fait. Tout ça, et tout ça pour, à la base, un problème que... Il y a certainement dû avoir aussi des problèmes d'assurance après. Il y a certainement dû avoir des problèmes d'assurance après quand il s'agissait. Elle a galéré pendant un moment. Non, mais elle l'a dit, pendant 10 ans, elle a galéré. Ça a duré longtemps, puis tout son avenir, et on a un peu pris un coup, quoi, en fait. Est-ce que le groupe Advocacy veut réagir? Oui. Oui, je suis. Un des deux. Bon, je suis Jacques et Hélène et Nicole Pasquati, pardon, et Marie-Claude Saint-Pé qui est en visio, et aussi Bernard May, mais qui vient souvent à l'Advocacy. Je voulais parler, alors, Advocacy Paris est dans le 19e arrondissement, il existe depuis 25 ans. Pour la vidéo que vous venez de voir de 6 minutes, le groupe a analysé cette écoute entre pairs du récit de Blandine. Il a débusqué la manière dont s'organise le pouvoir institutionnel et particulièrement le pouvoir psychiatrique. L'isolement de Blandine pour sa protection et celle de la société. Même si dans le cas de Blandine, aucun danger n'est encouru, ni par la personne, ni par la société. 2. La qualification de l'insensé. Le problème n'est pas ce que dit la personne, mais elle-même est problème. 3. L'intervention en urgence, court-circuit dans le temps de la personne en agissant dans l'urgence de prendre le contrôle de sa vie. Ceci explique la rénovation difficile des lieux dits de soins psychiatriques vers un élément accès aux droits humains des personnes ayant recours à ces services. De sujets de droit, elles deviennent objets de contrôle, arrivée là suite à un traumatisme quel qu'il soit, elle ne sera jamais victime. Son itinéraire de vie n'est plus que psychiatrique. Désormais, son logement n'est plus le sien. Ses livres, ses écrits ont été jetés. Sa mémoire, son savoir et ses convictions sont vidés. Ne reste que ces traumatismes jamais pris en compte et donc toujours prêts à se manifester en symptômes psychiatriques.
Entre pairs, cette prise de conscience souligne la nécessaire prise de place et de parole dans ces services afin d'interroger et de renier ce pouvoir normatif jusqu'à ce que la loi et les droits humains s'y substituent. En plan théorique, se retrouvent ici quelques approches de Foucault, Deleuze, de Monroe. D'accord. Alors, pour le récit on a étudié tout ça à Advocacy ensemble, hein, entre bénévoles et Marie-Claude Saint-Pé, Nicole Paspati présente et Hélène. Donc, on ne lui demande rien, je répète, on jette ses affaires, ses meubles ont été enlevés, il faut tout éviter, hein, complètement. Oui. D'accord. Alors, le caractère arbitraire de cette réponse psychiatrique, on ne lui demande rien. Moi, c'est ce que je viens de dire. La réponse psychiatrique contre la prise de responsabilité des métiers concernés. Jamais les personnes qui n'ont pas fait leur devoir sont inquiétées. Notamment l'assistante sociale qui n'a pas du tout fait son métier comme il faut. Après, on ne peut même plus retourner vers elle. Après une neutralisation supplémentaire, les gens alertent, mais ce n'est pas suivi des faits. Les gens qui devaient intervenir ne sont pas intervenus. Après la dégradation de la situation des personnes par l'intervention psychiatrique. L'intervention, c'est souvent une dégradation. Soi-disant, on nous dit que c'est pour aider. C'est plutôt une dégradation. Blandine avait un niveau culturel, elle avait un environnement qui avait du sens et j'ai entendu qu'elle lui avait fait une piqûre et c'est le début de l'affaiblissement. Les médicaments donnés trop d'un coup, la bastonnade, comme on dit, hein, on sait qu'il faut les donner graduellement, on sait que ça diminue, que ça altère et en plus on commence par des piqûres, ça neutralise encore davantage. Dès qu'elle a perdu des éléments matériels, des éléments de vie, évidemment, sous médicament, elle ne s'est pas rendue compte ce qu'elle signait. On ne se rend pas compte, on est lobotomisé. Le temps long est celui de l'urgence. Un dégât des eaux d'une décennie et le bailleur laisse filer. C'est après coup que la psychiatrie intervient. Ils sont prêts à faire déblayer les choses sans demander le pourquoi du comment et que cela représente lorsqu'on perd beaucoup de temps. Soudain, la personne ne prend plus le temps de comprendre. L'important d'être bien dans son logement pour être bien dans sa vie, voir d'abord son environnement au lieu de l'envoyer tous les jours au centre de jour vers son milieu familial et environnemental. Le logement, c'est quand même important, surtout si l'on vit seul, les rappels, les histoires, les souvenirs, tout ça, ça compte quand on vit seul depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si Blandine était en couple ou avait des enfants, mais elle vit seule. L'injustice, donc, elle n'a jamais eu réparation du préjudice dans son logement, sans compter qu'elle a payé, et après, elle a été mise sous curatelle. On ne l'écoute pas lorsqu'on a un traitement psychiatrique léger ou lourd, on pense que la personne n'est pas dans la norme. On ne l'écoute pas. Ce n'est pas facile mais essayez de comprendre comment elle réagit, comment réagit Blandine. Je l'ai déjà dit au TMP. Je voulais dire le discrédit, ce que pensent les handicapés psychiques dont je fais partie. C'est que le citoyen lambda pense que la personne handicapée n'est pas intelligente. Elle est vue comme diminuée mentalement. Il faudra encore du temps, et bien 2 décennies, pour accepter. On demande une compréhension de la tolérance et ça peut arriver à tout le monde de péter un plomb. Alors, s'il y a des questions à poser sur le film que nous venez de voir de Blandine, qui a duré 6 minutes, je suis prêt à vous répondre avec Hélène et Nicole. Merci. Est-ce que le texte que vous venez, dont vous venez de nous lire des extraits a aussi été transmis à la coordination pour que ça apparaisse sur le site à un moment? Ce serait intéressant parce que moi j'ai reçu la vidéo, mais pas l'analyse que vous venez. Et donc, si vous pouviez veiller à ce que ce soit transmis aussi, comme ça c'est aussi quelque chose qui sera diffusé plus largement que juste entre nous à l'atelier. Donc j'invite les autres participants et participantes à poser des questions, non seulement au groupe Advocacy, mais aussi à David, à Agnès et Florence. Voilà, s'il y a un aspect ou l'autre qui vous a particulièrement approché, que vous souhaitez réagir, c'est le moment.
Si vous voulez dire si quelque chose qui a été dit, n'hésitez pas, c'est le moment de parler. Parce qu'après, il y a la dame la voix, on va commencer par le monsieur, et après on prend la dame. On fait comme ça. Moi, je vais rebondir sur l'aspect, pas l'aspect handicap, mais l'aspect communication, et rebondir sur l'histoire de cette dame. Et malheureusement, ce problème de dégâts des eaux. Je ne comprends pas que c'est d'abord cette violence qu'on vit depuis bien, et après c'est parti sur tout. Et là, c'est un problème de communication et qui est venu. Mais je ne comprends pas ces violences. Il y a vraiment un problème de communication. C'est là où pourquoi on n'a pas écouté cette dame, qu'est-ce qu'elle avait à dire? Pourquoi? Parce que cette personne avait un problème de handicap. Je ne sais pas, il y a un problème de connexion. Je ne m'exprime peut-être pas bien. Mais je ne comprends pas que les intervenants et ces personnes en situation de handicap, je ne comprends pas. Alors, je peux répondre parce qu'on a parlé beaucoup à Advocacy Paris de Blandine. C'est l'assistante sociale qui était arbitraire, hein, qui s'est occupée pour Blandine. Blandine a quand même 3 maîtrises et un DEA. C'est quand même pas une demeurée. Hein. Bon, l'arbitraire de l'assistante sociale, je ne connais pas son nom. Je peux faire connaissance si elle veut, parce que enfin, ça peut se faire, oui, on s'en fiche, oui. Mais enfin, elle n'a pas fait son travail, pas correctement, et qui lui a l'arbitraire, bon, c'est tout, c'est-à-dire que lorsqu'on est, comme vous le savez, une ordonnance qui commence en haut et qui finit en bas, comme j'ai dit, on est lobotomisé. Hein. On ne peut plus difficilement mettre un pied devant l'autre, enfin on y reste quand même, mais on a de la volonté. Mais étant donné qu'elle était sous médicaments avec cette piqûre et tout, l'assistante sociale a profité de la mettre sous curatelle et elle est actuellement en train de se reconstruire. Hein. Elle est proche de la retraite. Et puis, elle n'est pas défiante, hein, elle se reconstruit et elle n'a pas besoin de. C'est pas de l'antipsychiatrie que je fais forcément. Les psychiatres ont leur rôle. Je ne suis pas négatif hein, tout, à 100%. Moi-même, je suis hospitalisé et tout, mais je connais, j'ai mon vécu et Blandine a son vécu aussi. En ce qui concerne ce cas douloureux, vraiment très douloureux, de Blandine qui, par une assistante sociale, pardon, et aussi le corps médical, il y a eu simplement, je crois, un compte rendu léger des infirmiers et du psychiatre certainement Excusez-moi, je vais vous oui, arrêter je vais parce que c'est passionnant, abréger. mais on a besoin d'un peu plus de temps pour que les échanges. D'accord, oui. Madame, vous voulez poser votre question ou faire une remarque Oui, alors c'est plutôt une remarque. Et puis, c'est pour monsieur. Il me semble que vous avez dit que l'accompagnement à la. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter et aussi parler un peu plus fort pour que les personnes à distance puissent vous entendre? Je suis Charlotte Rabine, je suis déléguée générale de l'UTRA, donc l'union dans le domaine des mesures de protection. Et donc ma question porte sur la question de la contrainte et sur le fait que il me semble que vous avez dit, mais j'ai peut-être mal entendu, que l'accompagnement à la prise de décision est toujours ressenti comme une contrainte. J'ai mal entendu ça. Ouais. En fait, comment c'est une contrainte, ça veut pas dire que c'est une contrainte entre guillemets. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas toujours facile pour nous-mêmes de dire de quoi on a besoin en professionnel, comment il faut vous aider, et même eux, des fois, ils ne sont pas forcément des solutions pour nous. Et c'est ça qui est difficile pour nous d'orienter. Bon, on va vers où? Quel projet vous avez? Quel objectif? C'est ça qui est un peu en avant. En fait, on est obligé de chapeauter un petit peu. Ben, vous mettez sur ça, 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 ça.
Il faut tout préparer en fait, sur des réunions synthèses, des trucs comme ça. C'est quand même ressenti. Quelque part, On en a besoin, mais en il y a un fait, besoin, mais il y a un ressenti de. il faut tout. Il faut mâcher le travail. Je n'ai pas dit que c'était possible, hein, mais en fait, maintenant, c'est compliqué pour nous-mêmes. De prendre d'organisation nous-mêmes, c'est de perspective. Ça connaît ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mais du coup, c'est pour. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Ouais, c'est surtout Oui, sur parce que si vous voulez, dans le domaine des mesures de protection, on met en mesure de tutelle, c'est des mesures où on prend des décisions pour autrui, en ayant la vie autre. Ah, mais moi, je suis sous Corathèse. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais ce que je voulais, on tend vers un système plutôt de décision assistée. Et du coup, je me demandais si, du coup, même si on était dans un système de décision assistée, il y aurait toujours ce sentiment de contrainte ressenti par les personnes. Mais bon, voilà, c'est peut-être une question pas trop. Oui, moi je veux bien rebondir un petit peu parce que je trouve que ça recoupe un petit peu la présentation de Florence autour de la manière dont, par exemple, sur une consultation d'éthique clinique, la manière dont on situe l'accompagnement, où on essaye vraiment d'avoir une attention particulière sur ce qu'on entend par cet accompagnement qui ne doit pas être de l'influence, qui doit trouver sa place juste entre le désir des personnes de pouvoir faire entendre leur voix, de leur permettre d'avoir accès à l'information, de faciliter cet accès à l'information, par exemple, mais de leur permettre aussi de pouvoir identifier les valeurs qu'intuitivement elles peuvent dire comme ça, mais qu'elles n'arrivent pas toujours à formaliser de manière tout à fait pertinente. Donc, il y a vraiment une aide aussi, un soutien dans l'organisation de la pensée. Et je pense que vraiment, on est extrêmement attentif à ça, au fait d'être à l'écoute, de médier ça, de permettre vraiment la mise en valeur de la pensée, des souhaits des personnes, en se gardant vraiment toujours d'être dans l'influence. Enfin, ça fait vraiment partie de nos choses. Et Florence expliquait qu'une consultation d'éthique, par exemple, on s'appuie sur certains principes. Voilà, sur l'autonomie, on va chercher à voir quelles sont les capacités en termes d'autonomie la plus résiduelle qui va subsister à un moment où la personne ne va pas très très bien, et on va essayer de s'intéresser à ce qui subsiste de cette autonomie-là, à la prendre quand elle est la plus importante, on va s'appuyer dessus. Donc, on va s'intéresser à cette autonomie, à l'expression de l'autonomie, aux moyens dont la personne dispose aussi pour pouvoir la mettre en pratique. Et à toutes ces étapes différentes, en fait, on va pouvoir essayer de trouver des ressources pour la personne qu'on accompagne. Les ressources étant parfois des ressources propres qu'on va trouver quand la personne va nous faire le récit de sa vie, de ce qui l'a aidé, est-ce que c'est la religion, les amis, des choses des autres. Enfin, on prend appui vraiment sur son vécu. On prend aussi beaucoup appui sur les ressources familiales, amicales. On laisse une place large aux proches des familles. Et puis, on fait beaucoup de balance entre tous les autres principes pour éviter justement de penser influence, de penser contrainte. Voilà, nous, on se pose vraiment ensemble avec la personne, avec les équipes soignantes, des questions de est-ce qu'on est bienfaisant là? Est-ce qu'on est malfaisant? Est-ce qu'on travaille dans le sens de promouvoir l'autonomie, de soutenir l'autonomie de la personne? Enfin, voilà, donc je pense que la question de l'influence, en tout cas, elle est toujours là. Dès lors qu'il y a une information et qu'on est là pour faciliter l'accès à l'information, on doit se demander comment est délivrée cette information, comment elle est donnée et la liberté de la personne pour la recevoir. Madame, je vais rebondir, après on va prendre le monsieur aussi rebondir pour la parole aussi. Madame, elle dit, présentez-vous et si vous désirez vous présenter et prendre la parole. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Je suis désolée. Une question pour le comité d'éthique. Par rapport à la crise sanitaire, est-ce que vous avez eu des situations particulières à gérer entre la protection de la santé et d'autres droits? Oui, tout à fait. Ça a été un temps encore plus aigu
de questions qui se sont posées, notamment en termes de restriction des libertés, puisque à l'hôpital, il était difficile de maintenir la possibilité, par exemple, d'une heure de sortie dont tout citoyen pouvait disposer au moment du confinement, mais qui était parfois difficile à organiser pour des raisons d'organisation de collectivité de l'hôpital, hein, tout simplement, des personnes qui n'étaient pas facilement mobiles et pour autant, voilà. En plus de ça, les proches étaient très éloignés, c'est-à-dire que dans ce moment-là, les réflexes médicaux ont pris le pas sur tout ce qui avait pu se travailler petit à petit, se mettre en place. Et bon, l'angoisse a saisi probablement tout le monde. Et nous, on a un peu interviewé aussi les patients dans l'après-coup. Finalement, ils n'ont pas réclamé non plus beaucoup. Et pour la plupart, ils nous ont dit que ces fermetures de portes auxquelles ils ont été doublement contraints, les avaient plutôt rassurés, ce qui nous a fortement étonnés. Mais chacun était pris par l'angoisse, voilà, comme tout citoyen, avec des réflexes de protection. Et effectivement, les valeurs qui mobilisaient les uns et les autres se sont trouvées chamboulées. Si vous prenez la parole, et ensuite, Donc, moi, c'est Frédéric, toujours de capacité. Et Pierre Aidant aussi, j'ai double casquette. Donc, moi, c'était pour le comité d'éthique. J'avais une question. La place de la Pierre Aidant, comme vous en avez parlé pas mal, vous avez quoi comme capacité à réagir avec ça? Parce qu'en fait, vous dites que la Pierre Aidant, vous ne faites pas pour la personne, mais en fait, votre décision, elle apporte quoi à la personne? Alors, on ne prend aucune décision. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas de pouvoir décisionnaire sur. On ne souhaite pas. Ouais. Non, non. Justement, la question, c'est que là, on est sollicité quand il y a des décisions très lourdes qui concernent la santé. Hein. Ça peut être, par exemple, des parents qui demandent de l'aide pour réfléchir éthiquement quand on commence à penser que la médecine doit se retirer face à un nouveau-né qui ne va pas bien et pour lequel il faudra, par exemple, arrêter à un moment donné une réanimation. Là, vous voyez, on est dans des situations extrêmement lourdes où il est difficile pour tout un chacun d'avoir à faire un choix. C'est difficile pour la famille, c'est difficile pour la personne concernée, qu'elle soit handicapée ou pas. Le choix en soi, intrinsèquement, pour tout être humain, c'est quelque chose de difficile à faire. Et quand il y a des enjeux éthiques, quand il y a des dilemmes éthiques, pour beaucoup, certaines personnes, en tous les cas, demandent à ne pas être seules dans cette réflexion-là, dans ce cheminement-là. Et c'est cet à côté-là qu'on propose, avec nos outils à nous, y compris en incluant effectivement les pères aidants avec lesquels nous pourrons travailler. Pères aidants pour les personnes concernées, nous avons aussi des pères aidants de famille. En fait, ils amènent une réflexion, ils amènent des éléments pour réfléchir. Oui, c'est ça. Pour faire un cheminement intellectuel. Tout à fait. Des capacités aussi, je pense. Avec des personnes avec des personnes de tout horizon. Absolument. C'est-à-dire sortir aussi de la vision médicale. Ce n'est pas parce que c'est bon médicalement de faire comme ça que c'est forcément bon pour la personne. Et l'éthique permet de faire ce pas de côté, de dire qu'il n'y a pas que la valeur clinique qui doit compter. Probablement que dans le premier exemple que je donnais, pour une personne très âgée, eh bien, il faut une alimentation mixée parce que sinon, elle va faire une fausse route et elle risque sa vie. Médicalement, c'est sûr, c'est une recommandation. Mais éthiquement, ce n'est pas du tout sûr que ce soit une bonne idée. Merci. Alors, Pierre Lucier, donc je fais très vite. Je n'avais pas encore repassé. On a parlé à Arnaud alors c'était autour. Non, mais. J'avais pas d'avoir. Pierre Lucier, donc je suis à la fois enseignant, mandat énergie sur la protection des majeurs, donc j'exerce des mesures de protection
protection. Et par rapport au cas de Blandine, je voudrais dire, exprimer un peu comment je le reçois et inviter peut-être à réfléchir comment on présente les situations et surtout ce qu'on en tire. Moi, dans la situation de Blandine, ce que je trouve très important, c'est que Blandine s'est trouvée seule. Elle ne savait pas où être écoutée, comment l'aider à exercer ses droits, et ça me paraît essentiel. Et visiblement, sur une très longue période et à travers différentes épreuves. Et ça, c'est essentiel. Et là, vous posez une question essentielle. Après, je vous dis tout de suite, dans le traitement de la situation de Blandine, ce qui me gêne, c'est que je trouve que plusieurs choses sont mélangées et ça pourrait être contre-productif pour l'advocacy. Pourquoi? Je prends mais justement pour vous encourager à une efficacité, savoir où vous voulez taper, les enjeux sont hyper importants. Et par exemple, vous parlez du dégât des eaux qui dure depuis 10 ans. Ça existe et c'est insupportable. Les problèmes avec les bailleurs, les logements insalubres, j'en ai vu des dizaines dans ma carrière. Moi, j'en ai. Mais c'est indépendant. Si vous voulez, c'est indépendant de la psychiatrie. Ce qui est important pour Blandine, c'est que dans cette situation entre les experts, le propriétaire, etc., elle a été aidée par personne, elle ne savait pas comment exercer cette filière. Pareil au niveau de la psychiatrie. Ce dont je parle, j'en suis convaincu. Hein. La violence d'une hospitalisation sous contrainte, se retrouver la bouche pâteuse, complètement atone, shootée, etc. Pour autant, moi, je me suis retrouvé des dizaines de fois dans ma carrière face à des gens qui se contenaient plus, qui étaient complètement envahis par la colère, ou au contraire par une dépression intense, qui se laissaient complètement crever sur place. Des cirques que j'ai pu faire un négociant très personnel soin, la personne, elle débordait de fureur, de mal-être, de souffrance. Et je pose juste la question à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr, qu'il y ait de la clairvoyance, des gens qui connaissent ce phénomène. Une approche plus humaine, moins urgence, moins on shoot et ça s'arrête, ça, je signe sans problème. Et si vous voulez, dans la présentation que vous en faites, on a l'impression qu'il y a les bons et les méchants, et dans ces cas, autant parler de ce qu'a vécu Blandine et de son Savoie, ça a une valeur énorme. Mais on tirait des conclusions, moi je trouve que ça va être assistante sociale, je ne la connais pas. Elle a un petit peu jeté en pâture. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment elle a vécu les choses. Ça serait important d'avoir les avis des autres acteurs. Soit vous parlez de Blandine, comment elle a ressenti ces choses et son désarroi à ne pas être aidée dans l'exercice de ses droits et être écoutée. Et ça, je trouve que ça a une valeur énorme. Mais en faire des conclusions sur la manière de bosser des uns et des autres, ça me gêne plus. Parce que c'est ce qu'a vécu Blandine et ça a de la valeur. Mais ce n'est pas forcément ce qu'ont vécu les autres acteurs de la situation. Et j'ai du mal à croire qu'il y ait des bons et des méchants malgré tout. Voilà. Pierre, je m'arrête. Non, c'est très bien. J'allais dire, je me permets une seconde de rebondir sur ce que Pierre vient de dire, parce qu'en fait, j'étais dans l'atelier précédent de l'axe 3, et ça fait le lien. Et je pense qu'en fait, là, je tiens un lien entre l'expérience de Blandine et ce qu'expliquaient Florence et Agnès. Parce qu'il y a quelque chose qui est ressorti dans l'atelier précédent, c'est qu'on se pose souvent la question de l'autonomie de la personne concernée, en oubliant peut-être parfois l'autonomie de la personne censée accompagner ou accompagnant. Et en réalité, c'est peut-être pas une précondition absolument déterminante, mais ça fait quand même partie du contexte. Si la personne qui accompagne n'est pas elle-même dans un contexte où elle peut déployer sa propre autonomie de façon qui a du sens pour elle, c'est très compliqué d'offrir un accompagnement respectueux de l'autonomie de la personne accompagnée. Alors, sur ce point-là, j'aurais aimé vous entendre. En fait, ce que veut dire monsieur, c'est dans la formulation que vous faites du discours. Par exemple, c'est pas on ne l'écoute pas, c'est on ne l'écoute plus. C'est l'idée qui peut t'aider. Je pense qu'il peut t'aider. Après, j'ai répondu toi, une partie pour personne, une partie pour lui, une pour toi. J'essaie d'être neutre, d'être extérieur. Moi, je suis également sous curatelle, je suis père aidant. J'ai fait une formation de personne en sciences mentales, c'est le premier de la père aidant. C'est vrai que si on ne va pas dans le sens du professionnel, on va dans le conflit, quoi.
Ça, c'est vrai. C'est tout à fait Du vrai. coup, on essaie d'aller dans le sens pour le master, mais c'est ce que j'essaie de faire. Puis si ça casse, mais c'est très rare, quoi. Ça arrive même jamais, ça. Et ça, je ne voyais pas, madame, si allez-y. Je voudrais quand même un peu recadrer. Je m'appelle Nicole et je suis à Advocacy Paris. Et dans la vie courante, je suis encore aidante de la professeure, comme tout le monde, hein, concernée par la problématique. Et voilà, une petite chose, ce n'est pas une conclusion qu'on a amenée là. J'entends bien hein, les critiques pointues sur la vidéo, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas apporté de conclusion. Ce qu'a dit Bernard, c'est l'ensemble des commentaires qui ont été rapportés par les participants de l'atelier quand ils ont vu la vidéo de Jean. Il ne faut absolument pas considérer ça comme une conclusion. À savoir c'est très important, donc je vais le répéter plus fort. Je vais le répéter plus fort pour être sûr que tout le monde ait entendu. Donc, Jacques, ce qu'a dit Jacques tout à l'heure à propos de la vidéo de Blandine, ce sont les commentaires à chaud des gens qui ont vu la vidéo et qui l'avaient entendue une première fois. Donc, ce ne sont pas des conclusions finales. Merci, Nicole. Voilà. Et en même temps, au sein de l'association, il se trouve que nous proposons des formations en faire advocacy pour permettre aux uns et aux autres, hein, et il n'y a pas que les personnes concernées qui viennent à ces formations-là, pour leur permettre de savoir construire leur propre, comment dire, leur propre modalité de défense en collectif, bien entendu, ou en individuel, dans la mesure où bien entendu, nul parmi nous n'est spécialiste du droit, mais par contre, il y a une volonté de se reconstruire d'une manière ou d'une autre avec ce contrôle sur ce chemin. Alors, bien entendu, c'est pour ça que je suis sensible à la réponse rapport éthique, parce que ce sont des situations souvent paradoxales, mais nous avons notre versant, qui est le versant de la crise avec laquelle on vit pendant des années, et 20 ans. Et Blandine, sa vie, l'année, Blandine devait être avec nous aujourd'hui, bien entendu, mais malheureusement, elle a été hospitalisée et que je fais un tour. Et avec ça, elle reste quand même avec nous. Donc, on ne la laisse pas tomber non plus, mais tant que le temps viendra, elle le comprendra, mais chacun a ses priorités, on n'oblige pas, et on ne peut pas non plus y indiquer comment faire ses choix. Ça, c'est pas possible. C'est elle qui fait sa demande, qui lui convient. On peut peut-être l'aider à la décision. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais les choix sont toujours des choix personnels. On ne peut pas intervenir en lui imposant quelque chose, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que ce que présente Jacques, c'est la véhémence, et c'est bien les réactions véhémentes, tout de suite scandalisées des uns et des autres, qui sont les mêmes en fait finalement que ce que vous avez exprimé là, pour dire que c'est quand même choquant, mais c'est une situation qui la hante, le dégât des eaux. C'est le début de son histoire. On continue. On continue loin que ce soit trop passionnant, mais oui. Vous nous parlerez après. Je crois qu'il y a une qui voulait. Je ne sais pas si vous pouviez répondre. Oui, enfin, je ne vais pas non plus. Mais moi, j'ai vécu un petit peu différemment, certes, mais un petit peu la même situation que Blandine, dans le sens où j'ai également un problème. J'ai fait faire une douche à l'italienne. Adaptée à mon nouvelle américaine. Moi, c'est Inde, pardon, je ne suis pas compris. Inde, je suis étudiante, je réalise une thèse au sein de l'Université de Lyon sur les relations soignants-soignants. Et j'ai eu dans mon parcours de vie une sclérose en plaques qui, aujourd'hui, me trouve un fauteuil roulant électrique. Il y a 2 mois, j'étais pas en fauteuil roulant électrique. J'étais juste en fauteuil roulant manuel et j'essayais de cacher mon handicap parce que je n'acceptais pas ma maladie. Du coup, il y a 2 ans de cela, j'ai fait refaire ma douche à l'italienne. Enfin, j'ai fait refaire ma salle de bain avec une douche à l'italienne. J'ai fait intervenir un carreleur qui n'a pas respecté les normes PMR.
Sauf que quand moi j'ai voulu l'utiliser, la salle de bain était inutilisable. Du coup, entre-temps, il y a bien sûr eu toute cette question de Covid et de repousser. J'ai fait une première demande, on va dire, de conciliation avec ce carreleur. Et puis après, ce carreleur a jugé que, parce que je suis issue d'une petite ville et qui me connaît depuis que je suis toute jeune, que je mentais sur ma maladie, que je mentais sur mon handicap, parce qu'il ne me voyait jamais en fauteuil roulant, parce que je le cache encore aujourd'hui, et qu'il me voyait toujours debout. Donc, du coup, moi, j'ai choisi d'aller plus loin, c'est-à-dire que j'ai choisi de faire intervenir la justice. D'ailleurs, pour mon groupe de la date, j'ai bien mon rendez-vous avec la justice, avec le juge le 31, parce que donc j'ai bien le 31 août, une suite avec la justice. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait aussi, donc j'entends très bien tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, mais pourquoi une personne en situation de handicap, même si elle ne veut pas le montrer, a toujours besoin de se justifier. J'ai dû faire, pour être très claire, j'ai dû faire des attestations, des certificats médicaux pour prouver mon handicap, qui est complètement sidérant. Et voilà, c'est toujours se justifier et prouver qu'on a le droit à ça ou à ça ou à ça. Parce que, et puis en plus, c'est accordé pas, parce que c'est quand même une personne qui fait tous les jours 80 km, donc c'est pas compatible avec son. Comment les gens peuvent juger à l'extérieur? 80 km, elle donne des cours quand même à Lyon, et c'est pas possible, on peut pas être malade et donner des cours à Lyon. Et comment elle fait quand elle est à Lyon? Comment elle fait quand elle est à la fac? Comment elle fait pour travailler si elle est malade autant qu'elle le dit? Et bien voilà, on fait intervenir du coup un représentant qui est mieux respecté que nous, parce que c'est ça, hein, c'est quand on a la voix du médecin, on a la voix du savoir, entre guillemets, et ce que je montre également dans ma thèse. Mais c'est ça, enfin, c'est la voix du savoir qui est mieux respectée que l'autre. Et c'est quand même un document qui m'a demandé l'avocate. C'est un document qui m'a demandé l'avocate. Donc c'est quand même si je suis en fauteuil, bah, là aujourd'hui je ne me déplace plus en béquille, presque plus en béquille. Mais comment on en arrive jusque-là? Comment, déjà, pour une personne en situation de handicap, donc qui n'est pas congénitale, c'est déjà super difficile. Et comment on en arrive à lui demander de justifier sa situation? C'est quand même, moi, ça m'horrifie d'entendre vous dire. Mais voilà, c'est pas, mais là, peut-être, vous dites ça parce que vous êtes dans la même situation que moi. Mais comment à l'extérieur, pourquoi à l'extérieur, voilà, on n'est pas, pas qu'à ça, mais on n'est pas considéré, on n'est pas respecté dans nos propres droits. Et c'est une sorte de liberté fondamentale qui ne nous est plus accordée en fait. On est handicapé, donc on n'y a plus droit. On n'a plus le droit de s'imposer. Ou sinon, bah, il faut se justifier et apporter des justifications par rapport à la situation. On va faire avec Arnaud. Joël, tu veux dire quelque chose? Je vais juste rebondir sur une phrase que j'avais entendue, il me semble, dans les professionnels. Elle n'a pas forcément pour leur mots. Il me semble que j'ai entendu ça, je voulais rebondir là-dessus parce qu'en tant que professionnel de l'accompagnement social, on est quand même soumis à la composition de la personne, la loi de l'idée, etc. Et au contraire, en fait, je trouve qu'en tant que professionnel, quand on nous dit non, et ben, en fait, c'est mettre carte sur table et là, on peut rentrer dans une co-construction avec la personne. Par contre, on se rend bien compte qu'en tant que professionnel, c'est extrêmement difficile pour les personnes que j'accompagne de s'autoriser à se positionner. En fait, on a bien conscience qu'on arrive dans une situation où on peut être perçu comme les sachants, etc. Et que le travail d'un travail CHR, c'est de montrer que bah, non, c'est pas la même. Mais le nom, c'est hyper aidant en fait, parce qu'on sait au moins où est-ce que la personne ne veut pas aller. Oui, tout à fait. Et moi, je pense que c'est malheureusement ce qu'on peut reprocher à nous, personnes en situation de handicap. Je pense qu'il n'y en a pas assez qui s'autorisent à dire non.
Et c'est dommage parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir nous entendre en fait. Et moi, j'ai vécu ça aussi parce que moi, mon médecin il me proposait un traitement, il me dit non, c'est le traitement, on le discute ensemble. Excusez-moi, on peut faire Arnaud. On est obligé de conclure. Non, mais, moi, je n'ai pas forcément conclure. Non, en fait, moi, je m'interrogeais depuis tout à l'heure sur les métiers de l'atelier entre insuffisance et intrusion. Et du coup, je me disais, c'est quoi alors? C'est ni l'intrusion, ni l'insuffisance, ça serait un truc au milieu. Voilà, et puis je me posais la question, mais on va peut-être partir avec, mais est-ce qu'il y a des bonnes intrusions des fois? Est-ce que, enfin, voilà, est-ce que c'est si simple que ça tout le temps, cette question d'intrusion? On peut pas insuffisance aussi, parce que des fois, il y a des bonnes insuffisances. C'est une bonne façon de partir avec cette idée d'aide à la décision, un peu comme Blandine aurait, ou de l'aide tout court, ou de l'aide à la décision, c'est peut-être ce qui va faire un accompagnement qui n'est ni dans l'insuffisance ni dans l'intrusion. Pardon? L'intrusion consentie. Ouais, repartons avec ça aussi. Repartons, ça, sinon je ne vais pas demander. Merci à toutes et à tous.